Il y a des nouvelles qui tombent comme un silence brutal juste avant le coup d'envoi, des nouvelles qui changent la perception d'un match, d'un tournoi, parfois même d'une génération entière. Et aujourd'hui, pour l'Airavis Ir de Sekie, cette nouvelle-là n'a rien d'anodin. Dans les coulisses, un visage se ferme, Omarion est en larmes. Et autour de lui, toute une équipe comprend que la route vers l'histoire ne sera pas aussi droite qu'espérée. Parce que oui, les beaux léopards ne sont plus seulement une équipe qui participe. Ils sont une équipe attendue, observée, jugée, et peut-être pour la première fois depuis longtemps prise au sérieux comme un vrai acteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais alors, que signifie réellement cette mauvaise nouvelle? Pourquoi touche-t-elle autant le vestiaire congolais? Et surtout, est-ce que ce genre de coup dur peut briser un rêve ou au contraire le rendre plus fort? Dans la suite, on va prendre le temps de comprendre ce moment précis que traverse la RDC. Parce que dans le football africain, rien n'est jamais linéaire. C'est un peu comme une équipe qui domine, qui contrôle, puis qui encaisse un contre au pire moment. Tout dépend alors de la réaction. La RDC arrive à ce rendez-vous avec un paradoxe fascinant. D'un côté, un potentiel évident, reconnu sur le continent, des joueurs habitués à la pression, à l'exigence du haut niveau. De l'autre, un passé récent qui a laissé des cicatrices, des occasions manquées, des matchs où l'histoire semblait à portée de main avant de s'échapper. Et c'est précisément pour ça que cette édition compte autant. Pas seulement pour le résultat final, mais pour ce qu'elle peut dire de l'identité de cette équipe. Un ancien entraîneur me disait un jour: les grandes équipes africaines ne se construisent pas seulement avec du talent, mais avec la capacité à traverser les tempêtes. Aujourd'hui, la RDC est face à sa tempête. Une alerte précoce, presque symbolique, qui teste la solidité mentale du groupe. Car quand un homme clé du projet est touché émotionnellement, ce n'est jamais isolé. Ça traverse le vestiaire. Ça se ressent à l'entraînement. Ça s'invite dans les discussions entre cadres. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, dans la façon dont le collectif absorbe le choc. Maintenant, on va voir pourquoi cette situation peut être un tournant. Pourquoi cette mauvaise nouvelle n'est pas seulement un problème, mais aussi un révélateur. Et comment les léopards peuvent transformer cette pression en moteur plutôt qu'en frein. Juste avant ça, gardez une chose en tête. Dans cette CAN, la RDC ne joue pas seulement contre des adversaires. Elle joue contre son propre passé. Et parfois, c'est le match le plus difficile à gagner. Pourquoi ce moment compte autant, justement? Parce qu'il arrive à un instant précis du parcours congolais. Pas au début d'un cycle, quand tout est encore flou. Pas à la fin, quand tout est déjà joué. Non, il arrive quand la RDC commence à croire en elle-même. Et dans le football, c'est souvent là que tout se complique. Depuis quelque temps, les léopards avancent avec une idée plus claire de ce qu'ils veulent être. Une équipe moins naïve, plus structurée, capable de souffrir sans paniquer. On l'a vu dans leur manière d'aborder les matchs récents. Moins de précipitation, plus de contrôle émotionnel. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a une progression visible. Et c'est précisément pour ça que cette mauvaise nouvelle résonne autant. C'est un peu comme une équipe qui a enfin trouvé son équilibre défensif et qui perd soudain un repère mental dans le vestiaire. Pas forcément un joueur sur le terrain, mais une figure, un symbole, un point d'appui. Dans ces moments-là, la question n'est pas tactique. Elle est psychologique. La RDC traîne une réputation parfois injuste, celle d'une équipe talentueuse mais imprévisible, capable du meilleur comme du pire, capable d'enflammer un match puis de disparaître sur une séquence. Et cette CAN représente une opportunité rare de casser cette image, de montrer que cette sélection peut gérer les temps faibles, les coups durs, les imprévus. Or, ce genre de nouvelles vient réveiller de vieux démons, le doute, la peur de revivre un scénario déjà vu. Et dans un tournoi aussi court, où chaque détail compte, le mental devient presque plus important que le plan de jeu. Un supporter congolais me disait, après un match tendu, « Nous, on n'a pas peur de perdre, on a peur d'y croire trop tôt. » Cette phrase résume beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, la RDC n'est plus outsider tranquille. Elle est surveillée. Et être surveillé, c'est accepter une pression nouvelle. Maintenant, regardons plus finement ce que ça implique sur le terrain. Quand une équipe encaisse un choc émotionnel avant une grande échéance, deux scénarios sont possibles. Soit elle se crispe, joue avec le frein à main, refuse le risque, soit elle se resserre, parle plus, se protège collectivement. Et c'est là que le rôle des cadres devient fondamental.
Dans la suite, on va entrer dans le cœur du jeu. On va décortiquer les mécanismes de cette équipe congolaise, ce qui peut tenir malgré la tempête et ce qui peut lâcher sous la pression. Parce que l'histoire ne s'écrit jamais dans le confort. Elle s'écrit dans ces moments précis quand tout vacille un peu. Alors passons au terrain. Parce que quand l'émotion monte, c'est toujours le jeu qui finit par parler. Et chez les léopards, il y a des mécanismes qui ne dépendent ni d'une annonce, ni d'un contexte extérieur. Des réflexes collectifs qui peuvent justement servir de refuge quand tout devient instable autour. La première chose à comprendre, c'est que cette RDC ne cherche plus à gagner ses matchs uniquement par l'exploit individuel. Pendant longtemps, l'équipe comptait sur des éclairs, des accélérations soudaines, des moments de folie. Aujourd'hui, on sent une volonté différente, celle de contrôler les zones clés du match. Pas la possession pour la possession, mais le contrôle des moments. C'est un peu comme une équipe qui accepte de ne pas attaquer pendant 5 minutes, pour mieux frapper ensuite. La RDC sait désormais fermer l'axe, densifier le milieu, obliger l'adversaire à jouer sur les côtés. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent là que se gagnent les tournois. Le cœur du système, c'est le comportement sans ballon. Quand les léopards sont bien dans leur match, on voit des lignes resserrées, un bloc qui avance ensemble et surtout une vraie discipline dans le replacement. Ce détail est essentiel. Parce que dans un contexte émotionnel fragile, une équipe mal organisée se disloque vite. La RDC, elle, a montré qu'elle pouvait rester compacte, même sous pression. Mais attention, cette solidité a un revers. Quand le doute s'installe, le bloc peut reculer un peu trop, les lignes s'écrasent, les sorties de balles deviennent plus prudentes, parfois trop. Et c'est là que surgit le danger principal, subir au lieu de choisir quand subir. C'est souvent dans les transitions que tout se joue. Si la RDC récupère le ballon et hésite, le temps que l'adversaire se replace, l'occasion est perdue. En revanche, quand la première passe après récupération est juste, orientée vers l'avant, l'équipe devient immédiatement dangereuse. Même sans multiplier les occasions, elle peut faire très mal. Mentalement, c'est un test majeur. Parce que prendre des risques après une mauvaise nouvelle, ce n'est jamais naturel. Le réflexe humain, c'est de se protéger. Mais le football de haut niveau exige parfois l'inverse. Oser au bon moment, même quand le contexte pousse à la prudence. Une erreur fréquente du public, justement, c'est de penser que la RDC doit attendre et voir. Comme si jouer bas était forcément synonyme de maîtrise. En réalité, tout dépend de l'intention. Attendre sans projection, c'est reculer. Attendre avec des déclencheurs clairs, c'est préparer un coup. Dans les minutes clés d'un match, surtout au début, il faudra observer ça. Est-ce que les léopards sortent ensemble sur le porteur? Est-ce que les distances entre les lignes restent courtes? Est-ce que la récupération du ballon s'accompagne d'une intention immédiate? Ces signaux-là diront beaucoup de choses. Ils diront si l'équipe a absorbé le choc ou si elle joue avec une retenue excessive. Dans la suite, on va voir les scénarios possibles. Ce qui peut se passer si la RDC marque en premier. Mais aussi ce que ça change si elle encaisse, si le doute s'installe, si le public adverse pousse. Parce que c'est souvent là, dans l'imprévu, que se révèle le vrai visage d'une sélection. Il faut maintenant se projeter dans les scénarios, parce qu'un tournoi comme la CAN ne se joue jamais sur un plan unique. Il se joue sur des bifurcations, des instants où le match bascule émotionnellement, parfois en quelques secondes. Premier scénario, la RDC marque en premier. Dans ce cas-là, tout change. Le poids de la mauvaise nouvelle s'allège immédiatement. Le groupe respire, les joueurs se parlent davantage, les gestes deviennent plus naturels. Mais attention, c'est souvent là que réside le piège. Beaucoup d'équipes africaines, après avoir ouvert le score, reculent instinctivement. Pas par choix stratégique, mais par réflexe de protection. Et pour la RDC, ce serait une erreur. Pourquoi ? Parce que cette équipe est plus forte quand elle reste actrice, même sans le ballon, quand elle continue de presser par séquence, quand elle impose des duels, quand elle empêche l'adversaire de s'installer. Si elle se contente de défendre bas trop longtemps, elle s'expose mentalement. Chaque centre devient une alerte, chaque coup franc un rappel de la fragilité du contexte. Deuxième scénario, la RDC encaisse en premier, et c'est là que tout le monde va regarder la réaction. Pas le score final, mais les 5 minutes suivantes. Est-ce que les têtes baissent ? Est-ce que les leaders se cachent ou au contraire, est-ce qu'on voit des joueurs demander le ballon, calmer le jeu, remettre de l'ordre? C'est dans ces moments-là qu'on mesure la maturité d'un groupe.
Une équipe qui a grandi ne panique pas immédiatement. Elle accepte le coup, elle s'organise, elle cherche à reprendre le contrôle des zones clés. Même sans égaliser rapidement, elle montre qu'elle est encore dans son plan. Un autre facteur souvent sous-estimé, c'est le rôle du banc. Les remplaçants, le staff, la communication sur la touche. Dans un contexte émotionnel tendu, un mauvais message peut déséquilibrer tout le bloc. À l'inverse, un changement bien pensé au bon moment peut redonner une dynamique, même sans bouleverser le système. Il y a aussi le poids du public, surtout en CAN. Quand le stade pousse contre vous, chaque erreur est amplifiée. Mais paradoxalement, ça peut aussi renforcer la concentration. Beaucoup de joueurs africains expliquent que le silence hostile est parfois plus facile à gérer que l'attente bienveillante. On se replie sur l'essentiel. Le ballon, le coéquipier le plus proche, le duel suivant. C'est pour ça que certains signaux sont déterminants. La qualité des premières relances après un but encaissé, le nombre de fautes utiles pour casser le rythme adverse, la capacité à gagner quelques duels clés au milieu. Ce sont des détails, mais ce sont eux qui empêchent le match de s'emballer. Dans la suite, on va répondre aux questions que beaucoup de supporters se posent déjà. Pourquoi cette équipe reste imprévisible ? Pourquoi certains joueurs semblent parfois disparaître puis redevenir décisifs? Et surtout, comment, en tant que supporter averti, lire ce match sans tomber dans les pièges habituels de l'émotion? Parce que comprendre, c'est déjà soutenir intelligemment.